4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Bonjour YouTube, comment ça va YouTube? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 71 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Nous sommes au mois de juin 2010, on s'était laissé lors du dernier numéro, c'est-à-dire le 70, sur notre deuxième événement de l'année, deuxième pay-per-view, Double or Nothing, une note de 80, plus de 20 000 personnes dans les gradins, plus de 3 400 000 pèlerins présents devant leur écran de télévision. On a vu notamment Randy Orton et la Legacy défaire Samoa Joe et les Fatu. On a vu Katsushika Okada unifier le titre TNT et le titre intercontinental. Ce qu'avait fait bien évidemment Kevin Steen en premier lieu. On a vu Chris Benoit conserver sa ceinture face à Rey Mysterio Jr. On a vu le Wolfpack gagner un programme d'attente face à la UK Alliance. Et puis on a vu surtout dans le main event Steve Austin battre Kevin Nash, ce qui signifie que Kevin Nash n'est désormais plus le leader de cette faction des gentlemen qui avait fait régner la terreur du côté de la All Elite Wrestling pendant des mois et même plus d'un an. On va pas perdre de temps plus que ça, se rendre dans les backstage bien sûr pour traiter d'incidents si il y en a. On est déjà au jour d'AEW Dynamite comme vous pouvez le voir, alors que le jeu vient de bugger, plus rien ne répond. Ce n'est pas Rio qui ne répond plus, c'est le jeu qui ne répond plus alors qu'on avait le beau profil. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah bah non, bah oui, c'était jeudi. Effectivement, on a mis ça au jeudi. Bon bah écoutez, pourquoi pas? Bon, petit moment de solitude lors de la dernière séquence, vous vous en êtes aperçu, je voulais pas couper au montage. Petit souci de calendrier, ça peut arriver de temps en temps. Petite feinte de mon côté, je pensais qu'on était au jour de Dynamite et en fait pas du tout. Puisque oui, initialement, notre show hebdomadaire c'est le mercredi pour des raisons pratiques. Lors du dernier épisode, je l'ai repoussé au jeudi, je ne m'en souvenais plus, ce qui a occasionné ce bref moment de solitude. Enfin bon, tout est rentré dans l'ordre, nous sommes au Enderalf Engelstad Arena, 9590 pèlerins présents dans les gradins de cette arena du Midwest et on commence fort, très fort ce premier Dynamite du mois de juin 2010 avec un très gros 82 et Rena Mero présente dans le ring qui nous demande d'accueillir comme il se doit le toujours champion Chris Benoit qui arrive sous les applaudissements de la foule. Chris Benoit qui a conservé sa ceinture face à Rey Mysterio Jr. lors de Double or Nothing. D'ailleurs il en reparle de ce match, il a pris vraiment plaisir à prendre part à ce dernier face à Rey Mysterio Jr., un grand compétiteur. Franchement ce match était qualitatif et il espère que Rey Mysterio sera capable de se repositionner en tant que challenger numéro 1 à son titre, histoire qu'il puisse le réaffronter. Rey Mysterio Jr. va débarquer, Rey Mysterio Jr. va féliciter chaleureusement Chris Benoit, une belle poignée de main, un beau hug. Rey Mysterio Jr. qui lui aussi a pris plaisir à participer à ce match de championnat. Ça s'est joué à pas grand chose, les détails ont fait la différence et Chris Benoit a été le meilleur homme. Du respect, beaucoup de respect, peut-être trop d'ailleurs, ce qui va faire péter les plombs à un garçon, Kevin Steen, qui va arriver comme une furie dans le ring. Et Kevin Steen va s'insurger du fait que Rey Mysterio Jr. ait pu avoir une opportunité au titre de Chris Benoit, le championnat mondial lors du dernier pay-per-view, alors qu'il n'avait absolument pas mérité sa chance, pas de match remporté, il a juste débarqué en provenance de WWE et ça y est, il se retrouve challenger numéro 1. Et Kevin Steen, ça l'embête beaucoup parce que Rey Mysterio Jr., selon ses dires, il n'aurait jamais dû avoir de match de championnat. Et Kevin Steen se pose véritablement comme étant le mec le plus légitime à affronter Chris Benoit, parce que Kevin Steen, il l'a dit, il a été champion TNT intercontinental au même moment, il a unifié les deux ceintures, il a remporté
tous les titres au sein de la All Elite Wrestling, il lui en manque plus qu'un, c'est le titre mondial. Et Kevin Steen, son point c'est « Je suis l'homme le plus légitime pour affronter Chris Benoit. Et ce soir, je vais battre Rey Mysterio dans le main event pour asseoir encore un peu plus mon statut de challenger numéro 1. Et forcément, Rey Mysterio Jr., vous imaginez bien qu'il accepte le challenge. 82 de rating, Rey Namero n'a pas été bonne pour aller en dehors du script, Chris Benoit a été bon, tout comme Rey Mysterio et Kevin Steen qui a fait du très bon taf. On commence très bien ce show. Derrière, Jetta, la toujours championne féminine de la All Elite Wrestling, affronte Reign, une ancienne double championne TBS, un gros match sur le papier, match décent, c'est défini comme tel, mais quand même, performance de 69 de Jetta, 50 de Reign, Jetta qui va bien sûr remporter la rencontre après 11 minutes 03 via pinfall avec le bridging Fisherman Suplex à l'issue de cette rencontre, alors que Jetta s'est blessé, j'espère que c'est pas trop grave. Oh là 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 la note de fou. Jetta va demander, parce qu'elle est accompagnée de Doug Williams, et bien que Rebecca Knox lui rende sa couronne, parce que oui, Jetta est toujours championne, on arrête de jouer maintenant, Rebecca Knox, elle arrête de faire l'enfant, elle lui rend sa couronne. Et Rebecca Knox va débarquer avec eh bien une cape de roi ou de reine, avec la couronne sur la tête, celle de Jetta, et va faire quand même une piètre imitation de la championne qui ne le prend pas bien, et Rebecca Knox derrière va lui dire hey, tu veux récupérer ta couronne, c'est bien, mais moi je veux un match de championnat, un nouveau match de championnat, parce que tu as certes conservé ta ceinture, mais tu ne m'as pas vraiment battu, tu as juste profité de la situation et du fait que l'arbitre prononce un double knocks out. Je n'ai pas été battu. Tu veux ta couronne? Moi, je veux un nouveau match de championnat. Et Rebecca Knox qui s'en va en imitant à nouveau Jetta, ce qui lui fait clairement péter un plomb. Jetta était très bonne, Doug Williams également, et la storyline avance, gagne de la hit. Que demande le peuple? Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes qui affrontent les Tomaselli Brothers. Match décent sur le papier. Et Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes vont défaire les Tomaselli Brothers en 9 minutes 41 quand Cody Rhodes va défaire Vito Tomaselli via pinfall avec le Running Bulldog. Victoire complètement clean alors que ces dernières semaines c'était pas forcément toujours le cas. Cody Rhodes fait une performance de 58, 54 de Ted DiBiase Jr., 59 de Brandon, 43 de Vito qui est un petit peu en délicatesse, un peu largué derrière la concurrence. À l'issue de ce match, Randy Orton va monter dans le ring. Il va dire à ses gars, allez vous reposer, prenez votre douche. Randy Orton nous parle de ce qui s'est passé lors du dernier pay-per-view, à savoir la victoire de la Legacy et de lui-même face à Samoa Joe et ses cousins. Samoa, Randy Orton qui revient sur le fait qu'il a fait le tombé victorieux, qu'il a remporté une première victoire en pay-per-view. Le momentum continue de grimper pour lui et ses deux acolytes de la Legacy, Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, et Randy Orton va se faire interrompre par Samoa Joe qui va toiser Randy Orton et qui va le mettre quelque part devant ses récentes actions. Samoa Joe qui lui dit t'es fier d'avoir remporté un match en pay-per-view dans un six-man tag alors que finalement tu fais le tomber sur un jeune en apprentissage, alors que toi tu étais censé te battre pour le titre mondial, alors que lors de ton premier pay-per-view à Révolution plus tôt dans l'année tu étais dans le match de championnat mondial. Tu nous parles de ton exploit qui n'en est pas vraiment un. Par contre, tu ne fais pas mention de ce qu'ont réalisé Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., à savoir enfin gagner un match complètement clean, sans gruge, sans triche. Et Samoa Joe lui dit, c'est quoi tes aspirations? C'est de te satisfaire de victoires dans des six-man tags et te satisfaire des victoires de Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, où est passé le Randy Orton qui semblait être là présent pour être champion du monde et qui s'était quand même présenté comme un champion du monde en puissance lorsqu'il était arrivé au mois de mars dernier. Randy Orton qui va répondre très sèchement à Samoa Joe en lui disant que c'est son business, pas le sien, et qu'il ne doit pas interférer dedans sous peine d'en subir certaines conséquences. 76 de rating, c'est plutôt pas mal, ça permet de faire avancer tranquillement la storyline It's All About Heritage. Chris Kanyon et Bob Holly dans un match complètement random dont on se branle royal qui font face à Chuck Palumbo et Matt Sydal, c'était pour combler un peu la carte. Match pauvre dans les faits.
En même temps, c'est vrai que quand tu vois la note, ça peut pas vraiment en être autrement. Performance de 34 de Boboli, 47 de Chris Canyon, 37 de Matt Sydal et 47 de Chuck Palumbo. Victoire des Hills après 8 minutes 20 quand Chris Canyon va défaire Matt Sydal via pinfall avec le Am Better Venue. Voilà, très bien. Première grosse victoire de Chris Canyon et Boboli qui avait un momentum complètement aux chiottes. Oui, Boboli qui doit être booké de manière un peu plus smart. Kip James et Katsushika Okada qui s'affrontent dans le match Steal the Show de la soirée. Katsushika Okada, le champion TNT et champion intercontinental, qui dans ce match superbe va défaire Kip James en 14 minutes 18 via pinfall, 78 de rating, performance de 86 de Katsushika Okada. Kip James qui a encore de beaux restes, ça fait 61. À l'issue de ce match, Ren Amero va monter dans le ring et avoir un mot avec Katsushika Okada, mais il va se faire interrompre tout de suite par Rami CBI qui va venir le féliciter chaleureusement après sa victoire lors du dernier pay-per-view. Le fait qu'il ait unifié les titres, il le dit, tu réalises ce que seul Kevin Steen avant toi avait fait, unifier les deux titres. T'as un champion extraordinaire, voilà, il est très fier de son ami Rami CBI, et il y en a un qui va pas du tout être en adéquation avec le discours de bons sentiments, c'est Shelton Benjamin qui fait ses débuts à la All Elite Wrestling, que l'on a signé il y a quelques épisodes, et Shelton Benjamin, il est, on va pas se le cacher, presque à vomir de ce trop plein de respect d'Arami Sebi envers Katsushika Okada. À un moment donné, c'est quoi? T'es là pour la compétition, t'es là pour gagner des matchs, t'es pas là pour féliciter un opposant. Quand un opposant te bat, eh ben, tu fais tout pour être meilleur et lors du prochain affrontement, aller le battre et pourquoi pas lui ravir la ceinture. Et Shelton Benjamin va tout de suite être cash avec Rami Sebi, lui disant écoute mon pote, si tu as trop de respect avec Katsushika Okada, si tu fais copain-copain avec lui, c'est que tu n'es pas capable de le battre, et si tu n'es pas capable de le battre, laisse un autre gars qui lui ne doute pas de ses capacités et qui a la certitude de pouvoir aller le taper, et bah le faire à ta place. À Shelton Benjamin qui se présente et qui va faire un peu la merde, enfin en tout cas mettre un peu de merde entre Katsushika Okada et Rami CBI, histoire de mettre un petit peu de tension autour de ses titres secondaires. Shelton Benjamin qui commence sa gimmick de Cocky Youth, ça fait below average, c'est pas forcément extraordinaire, mais ce qui est sympa c'est de voir que Shelton Benjamin a bien improvisé lors du dialogue. Et la storyline, too much respect, commence avec ce segment. Et enfin, le main event, Rey Mysterio Jr. face à Kevin Steen. Il y a Chris Benoit à la table des commentateurs, histoire de voir le champion présent aussi poursuivre l'action entre deux garçons qui pourraient être ses futurs challengers. Match superbe dans l'idée, qui va voir la victoire de Rey Mysterio Jr. face à Kevin Steen en 13 minutes 27 via pinfall après un fast roll-up. Et oui, Kevin Steen qui pourtant semblait dominer son sujet, qui semblait supérieur à Rey Mysterio, s'est fait surprendre à un certain moment. Et oui, le manque d'expérience face à un Rey Mysterio qui, on le rappelle, est un vétéran, et ça fait la différence. Rey Mysterio Jr. via roll-up remporte la rencontre, performance de 73 de Rey Mysterio et de 75 de Kevin Steen. Le show nous fait un 82 de rating global et on améliore bien sûr notre popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de monsieur Ricky Morton, Robert Gibson, voilà, qui a fait partie des meilleures équipes tag team de tous les temps, quelqu'un qu'on ne présente plus, bien évidemment, hein. Logique. Alors qu'on a des news en ce vendredi avec Nighty Art qui commence sa tournée avec la JPWA, avec Amazing Kong qui commence bien évidemment aussi à s'entretenir avec la RWGP, Nick Jackson qui a signé une tournée avec la Dragon Gate, Jetta qui s'est blessé, on va aller voir ça, et 4.29 de TV rating. Alors d'abord le TV rating. Le TV rating, 9590 pèlerins présents dans les gradins, 4.29 de TV rating, 3 217 000 personnes présents donc devant leur écran de télévision sur la WB et bien sûr en Nouvelle-Zélande sur la Sky One. C'est quand même quelque chose de plutôt qualitatif, même si c'est vrai qu'on bat pas ce qu'on avait fait notamment du côté de Double or Nothing. Alors au niveau de la blessure, Jetta c'est un an. Ok. Jetta, elle va être emmerdée par une blessure chronique pendant un an. Que des bonnes nouvelles. C'est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, Samoa Joe a la même chose. C'est quand qui s'est fait ça, Samoa Joe? Hip tentonis. Bah dis donc, je vais aller voir ce que c'est ce truc là, mais c'est quand même bien emmerdant. Bon, après Jetta, c'est vrai qu'elle est quand même au-dessus de la concurrence en termes d'in-ring. Peut-être qu'il y aura un peu moins d'écart maintenant avec la concurrence. Mais c'est vrai que voir notre championne blessée, j'avoue que ça me fait quand même moyennement plaisir.
Pas mal de contrats à négocier ou plutôt à prolonger en ce lundi. Brooke Adams, Angel Williams et Gilly Savoie, eh bien leurs contrats respectivement signés il y a déjà un petit moment, arrivaient bientôt à échéance. Alors on va prolonger bien sûr tous ces jeunes gens, hein, forcément, alors pas en Rayton parce que ça m'intéresse pas, mais tout du moins en paix par apparence. On va faire 600 $ pour Brooke Adams, avec un 500 on downside pendant un an. Voilà. Adams, elle a des stats intéressantes, mais c'est vrai que j'en fais pas pour l'instant grand chose. Angel Williams. Angel Williams, c'est pareil, elle a des stats intéressantes. Angel Williams, elle est même championne à la KPWA. Voilà, même si c'est active. Mais ça reste quand même pas mal. Au niveau donc de son salaire, pas par apparence, pareil, ça va être 600, downside à 500. Comme pour l'ami Brooke Adams sur un an, on propose la même, trajet toujours pas couvert, parce qu'on est des gros crevards, elle veut 610. Une bière en plus pour le mois. Alors on rend le contrat officiel et on va faire la même chose pour AJ Lee. AJ Lee qui on le rappelle est une ancienne championne TBS qu'on n'utilise pas non plus énormément. Et on va la prolonger, on va lui filer 700. 700, c'est à 710, on va lui filer 700. Voilà, on verra ce qu'elle va nous dire, là aussi pendant un an. Et on rend le contrat officiel, elle veut 720. Elle est dure en négociation. Allez, c'est parti. On fait ça et elle va me recontacter prochainement. Nous sommes au TX Freeman Coliseum, 10 863 pèlerins présents dans les gradins de cette arena du Mitsouf. On a tutoyé les 11 000 personnes dans l'arène. Autant vous dire qu'on amène de plus en plus de monde dans les weekly. Ça c'est bon pour le business. On démarre avec un 77 de rating, très solide pour ouvrir les hostilités de ce deuxième Dynamite du mois de juin 2010. C'est Rey Mero présente dans le ring qui nous demande d'accueillir comme il se doit Rey Mysterio, Bouyaka, Rey Mysterio qui tape dans les mains des enfants, qui arrive gonflant un peu le torse, hein, parce qu'il est très fort de sa victoire face à Kevin Steen la semaine dernière. On revoit les images, Rey Mysterio Jr. content d'avoir quand même pu prouver qu'il méritait son opportunité face à Chris Benoit, parce qu'il a quand même battu Kevin Steen, qui est quand même un ancien champion unifié des titres TNT et intercontinentaux. Kevin Steen, vous l'imaginez, va débarquer. Kevin Steen qui va arrêter cette promo plein de bons sentiments de Rey Mysterio Jr. Kevin Steen, passablement énervé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Rey Mysterio Jr. qui a gagné, on le rappelle, via roll-up. Kevin Steen nous dit que si on avait fait le match 10 fois, il aurait gagné 9 fois, que Rey Mysterio est un opportuniste, qu'il a eu de la chance. Bref, Kevin Steen, il a les boules et ça fait beaucoup sourire Chris Benoit parce que Kevin Steen, la semaine dernière, est arrivé en gonflant un petit peu le torse, en disant c'est moi que v'là, hein, j'ai remporté tous les titres, je suis le mec le plus légitime pour être champion du monde, pour affronter à Chris Benoit et prendre le titre mondial. Et Chris Benoit, il rappelle à Kevin Steen que des fois, il faut être le plus malin aussi, réfléchir un peu avec sa tête et pas seulement avec ses points. Randy Orton va débarquer, Randy Orton va prendre le parti de Kevin Steen. Randy Orton qu'on a vu quand même très loin de tout ce qui touchait les histoires au titre mondial depuis, on le rappelle, sa défaite. Certes, il n'avait pas pris de tombée, mais quand même du côté de la Révolution à la fin du mois de mars 2010. Et Randy Orton est assez d'accord avec les propos de Kevin Steen. Rey Mysterio Jr. est un opportuniste, quelqu'un qui est dans tous les mauvais coups, quelqu'un qui profite de la moindre occasion pour aller prendre des spots qu'il ne mérite pas. Il vient de chez WWE et forcément, il a mis en avant son passif de chez WWE pour commencer à avoir des spots très intéressants, trop intéressants en tout cas pour son niveau du côté de la All Elite Wrestling. Randy Orton, il va être un peu l'appui de Kevin Steen dans cette promo, ce qui fait qu'ils vont se retrouver en supériorité numérique, mais Samoa Joe va combler ce désavantage, puisque oui, Samoa Joe va prendre le parti de Rey Mysterio. Samoa Joe qui va venir titiller un peu Randy Orton en lui disant ça y est, hein, tu te rapproches désormais des histoires pour le championnat du monde, tu me parlais de pas mettre mon nez dans ton business la semaine dernière, mais toi qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre le tien dans une histoire qui ne te concerne pas. Beaucoup de tension, et Paul Heyman va finalement apaiser les choses en annonçant que ce soir dans le main event, il y aurait un 2 contre 2, dans un coin Rey Mysterio et Samoa Joe, et dans un autre Randy Orton et Kevin Steen. Rey Mero a été très bonne pour aller en dehors du script, Kevin Steen et également Chris Benoit aussi, Samoa Joe parfait, rien de bien mentionné sur Randy Orton, mais les storylines avancent et gagnent de la hit.
Mighty Neidhart qui fait face à Lacey qu'on n'avait pas vu depuis le début d'année en action dans le ring, ça fait 63 de rating. Et bien écoutez, victoire de Lacey qui va battre Mighty Neidhart en 10 minutes 19 via pinfall avec un plan de DDT, des performances de 58 de Mighty Neidhart et de 47 de Lacey, ça fait un bon 63. Lacey qui remporte donc le match et qui, à l'issue de cette victoire, va prendre le micro et va se plaindre de ce qu'il se passe ces dernières semaines, ces derniers mois autour du championnat féminin. On voit toujours les mêmes têtes et ça l'emmerde de voir Jetta championne, ça l'emmerde de voir Rebecca Knox être encore autour du titre. Lacey est une 2 fois championne TBS et Lacey n'a pas l'importance qu'elle mérite et donc elle veut plus de reconnaissance et avoir une opportunité pour le titre mondial. Et Rebecca Knox qui va arriver avec la couronne de Jetta sur la tête parce que ouais, c'est quand même son moyen d'échange pour avoir un match de championnat. Elle dit à Lacey, écoute, moi j'ai aucun mal à te laisser une opportunité pour aller affronter Jetta. Si tu veux une opportunité, pas de problème. Moi ça m'enlève rien. J'ai la couronne de Jetta dans ma possession. Elle veut cette couronne et moi je veux un match de championnat. Donc de toute façon, même si tu prends un match de championnat face à elle, j'aurai à nouveau mon opportunité. Donc Rebecca Knox donne quelque part son aval à Lacey pour que cette dernière affronte Jetta, l'actuelle championne. Ça fait 73 et ça permet de faire confronter Lacey à Rebecca Knox et puis aussi à lui donner un semblant de popularité parce que c'est vrai que ces dernières semaines et ces derniers mois, on l'avait très peu utilisé. Et la storyline Knox-Jetta Acte 2 avance avec ce segment. Shelton Benjamin face à Chuck Palumbo, match storytelling de la soirée. Shelton Benjamin qui défait Chuck Palumbo bien évidemment dans un très bon match, 76, performance de 75 de Shelton Benjamin, 44 de Chuck Palumbo. Match décent sur le papier, 10 minutes 04 de combat, victoire par tombée avec le Dragon Whip du nouvel arrivant au sein de la All Elite Wrestling. Les Briscoes face à Chris Canyon et Bob Holly. J'avais donné une victoire à Chris Canyon et Bob Holly la semaine dernière. Et écoutez, ils vont paumer face aux Briscoes. Parce que Jay Briscoe, bon, même s'il fait pas une superbe performance sur ce match, c'est quand même quelqu'un qui a de plus en plus d'importance, notamment du côté de la Ring of Honor, qui a beaucoup progressé. Et je me dis, pourquoi pas mettre un petit peu plus over les Briscoes. Il est peut-être le temps de le faire. Bon, le match n'est pas top, terrible catch, pas beaucoup de hits, 9 minutes 20 de combat. Les Briscoes s'imposent avec Jay Briscoe qui fait le tomber sur Bob Holly via le Springboard Downside Device. Bon, les performances 38 et 36 de Jay Mark, 34 et 39 de Bob Holly et de Chris Canyon, c'était vraiment merdique. Ça fait un 44, c'est clairement une mauvaise note. Je me doute. Le Wolfpack, qu'on n'avait pas vu depuis leur victoire, on le rappelle, du côté de Double or Nothing, ils vont catcher face à Chris Hero et Ken Anderson dans un petit match plutôt exhibition, histoire de voir les champions. Le Wolfpack, bien sûr, qui remporte la rencontre en 6 minutes 58 avec le tombé de Mike Mizanin sur Chris Hero avec le Mizard of Oz. Performance de 84 de Travis Fimmel, énorme. 66 de Mike Mizanin, 26 de Ken Anderson, 33 de Chris Hero. Renamero de retour après la coupure publicitaire qui est bien évidemment accompagné de Chris Benoit et Chris Benoit nous explique que ce soir dans le main event il va être à la table des commentateurs pour commenter l'action, être au plus près de cette action parce que oui, vont s'affronter quelques-uns de ces challengers prochains parce qu'ils voient en Samoa Joe, en Randy Orton, en Rey Mysterio Jr. et même en Kevin Steen des garçons qui possiblement pourraient être son prochain opposant pour le titre mondial. Storyline, Kevin Steen is a World Champion Material avance et gagne de l'élite parce qu'on le rappelle, mise en place cette semaine. Voilà, histoire de faire une storyline autour du titre mondial. Le main event nous fait un 76 de rating. On aurait pu s'attendre un petit peu à mieux au vu de la qualité de ce main event. Mais écoutez, ça reste quand même plutôt pas mal, notamment Rey Mysterio Jr. et Samoa Joe qui ont une excellente chemistry quand ils sont en équipe. C'est intéressant de le noter, match exceptionnel sur le papier. 14 minutes 33 donc de combat qui va avoir la victoire des Heels et Kevin Steen qui va défaire Samoa Joe via pinfall avec le package Pin Driver et l'intervention de Ted DiBiase Jr. et également de Cody Rhodes qui sont venus se mêler bien évidemment de l'histoire parce que Randy Orton était présent dans le match. On sait ce qui entoure Samoa Joe et Randy Orton. Performance de 85 de Samoa Joe, 76 de Rey Mysterio, 76 de Randy Orton, je m'attendais à mieux, et 75 de Kevin Steen. Victoire des Heels et Kevin Steen qui prend une victoire importante face à Samoa Joe. Le show de Global nous fait un 75, qui n'est pas forcément extraordinaire, mais ça nous permet de commencer à gagner la popularité dans 8 régions, alors qu'on a le beau profil de Monsieur Hulk Hogan.
Hulk Hogan qui a démarré sa carrière à la fin des années 70, ancien champion WWF en 1983. Des nouvelles post-AEW Dynamite avec Chad Gaspard qui voit la WWE lui faire une reproposition de contrat. Ils ont amélioré leur offre parce que oui, je suis en négociation avec Chad Gaspard. J'aimerais bien avoir Chad Gaspard. Alors certains vont me dire, bon, c'est peut-être pas forcément le truc de fou, mais c'est important de se positionner. Voilà, ça reste des stars en devenir. On va lui proposer 7000 $. Voilà, l'offre là c'est 4730 sur 3 ans. Voilà, ça devrait plutôt pas trop mal le faire. Et il va nous recontacter dans le futur pour officialiser tout ça. Voilà, Chad Gaspard, pourquoi pas. Chris Hero qui se plaint de son booking, je me doute. TV rating de 4.21. On va aller voir Samoa Joe qui nous dit que Chris Hero a du charisme. Il va falloir le pousser. Et Randy Orton nous explique que Chuck Palumbo ne connecte pas avec les fans. C'est une perte de temps, Chuck Palumbo. Randy Orton, très sympa. Le rating global donc de ce deuxième Dynamite du mois de juin 2010, 10 863 pèlerins dans les gradins, 4.21 en fait 3 157 000 viewers, c'est un petit peu moins que la semaine dernière, mais en même temps c'est vrai qu'on baisse quand même pas mal en qualité, 7 points de moins pour le show de cette semaine. 9 916 pèlerins au CT Meogan Sun Arena. Nous sommes dans le New England, une région où on est de plus en plus populaire. En témoigne l'affluence et surtout le rating de ce segment d'ouverture du troisième Dynamite du mois de juin 2010. On démarre avec Rena Mero qui nous demande d'accueillir Kevin Steen qui est accueilli sous les huées. Vous l'imaginez, Kevin Steen qui revient sur sa victoire la semaine dernière dans le match par équipe face à Samoa Joe et Rey Mysterio. Il a battu Rey Mysterio, mais il a surtout fait le tomber sur Samoa Joe, mettant encore un peu plus en valeur sa personne et surtout se projetant et s'auto-proclamant encore un peu plus challenger numéro 1 après avoir battu, on le rappelle, celui qui se considérait comme le vrai champion de la All Elite Wrestling en 2005 lors de la première année de la Fédération de l'Élite, titre mondial que Samoa Joe n'a jamais décroché. Kevin Steen, tu vois, il est tout pimpant, il est tout content, il se met over et il va se faire interrompre par Samoa Joe qui va remontrer les images. Et ces images sont celles de sa personne attaquée par Teddy DiBiase Jr. et Cody Rhodes dans le dos de l'arbitre et Kevin Steen qui a réussi à tirer avantage de la situation pour effectuer le tombé sur lui. Et Samoa Joe va quand même revenir sur les prétentions de Kevin Steen, le fait qu'il se proclame aujourd'hui challenger numéro 1 au titre mondial détenu par Chris Benoit. Samoa Joe va quand même rappeler à ce dernier que même s'il a remporté le championnat TNT et intercontinental, qu'il a réussi à unifier ces deux titres, qu'il a été champion du monde par équipe. Quand on veut devenir champion du monde, quand on veut aspirer à aller chercher ce titre mondial de la fédération de l'élite, il faut bien évidemment gagner des matchs, les gagner même avec un certain impact et puis les gagner en singles competition. Et ça tombe bien parce que Samoa Joe, il est frais dispo ce soir et puis lui aussi il a quand même quelques prétentions sur ce titre mondial, donc il défie dans le main event monsieur Kevin Steen qui paraît beaucoup moins bien confiant que lorsqu'il était arrivé dans le ring quelques minutes plus tôt. Kevin Steen qui a fait du très bon boulot pour interagir avec la foule, Rey Mysterio qui n'a pas bien performé et Samoa Joe qui n'était pas forcément très performant dans ce segment. Mais écoutez, toutes les storylines, gagne de la hit, c'est le principal. Lacey face à Gail Kim, histoire qu'elle prenne un peu de momentum avant d'affronter Jetta. Bah oui, match décent sur le papier, 8 minutes 52 de combat, victoire avec l'implant de DDT. Des performances de 50 pour Lacey et pour Gail Kim qui sont à égalité parfaite en termes de prestations in-ring, enfin 58. Ça reste qualitatif. À l'issue de ce match, Lacey va interpeller Jetta. Voilà, la semaine dernière, je t'ai challengé. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu vas avoir les guts de remettre ton titre en jeu? Et Jetta va arriver avec Doug Williams qui est présent, son fidèle serviteur, qui est bien sûr habillé en garde royale, et Jetta va accepter le challenge de Lacey. Jetta, l'actuelle championne, qui essaie de mettre en place un stratagème pour reprendre sa couronne des mains de Rebecca Knox. Rebecca Knox qui lui pose pas mal de soucis, qui en plus lui montre pas mal d'irrespect, ça fait péter les plombs à Jetta, et elle a besoin de passer ses nerfs, et elle va passer ses nerfs face à Lacey et lui faire goûter sa propre médecine. 78 de rating, c'est plutôt pas mal. La storyline avance, gagne de la hit. Lacey a été très bonne pour aller dans le script, tout comme Doug Williams. Rien de rapport
remporté sur Jeddah, mais on aura ce match dans les prochaines semaines, peut-être même d'ailleurs la semaine prochaine, histoire de bien terminer cet épisode numéro 71. Les Briscoes face aux Rotten Brothers, et bah oui, on continue de donner de l'exposition aux Briscoes, et ils vont battre les Rotten Brothers dans un match plutôt pauvre. Voilà, c'est défini comme tel, ça fait quand même 59. Performance de 62 de Jay Briscoe, c'est bien, beaucoup mieux que la semaine dernière. 42 marques, il y a quand même un gros écart de performance entre les deux. Yann et Axel Rotten sont à 42 et 40. Les Briscoes remportent le match en 9 minutes 08 quand Mark Briscoe va défaire Yann Rotten via pinfall avec le Springburn Donsey Deutweiss. Oui, faut booker de manière un peu plus intelligente Axel Rotten, mais la priorité c'est les Briscoes. Mon petit Ted DiBiase senior. Beji James face à Ramy CBI, le match Steal the Show de la soirée. Ramy CBI qui a affronté Beji James la semaine dernière, c'est Katsushika Okada qui avait affronté l'ami Kip James, et donc Ramy CBI va battre la deuxième moitié des New Age Clans, anciens double champions du monde par équipe. Bon match sur le papier, performance de 72 de Ramy CBI, 61 de Beji James, victoire de Ramy CBI en 14 minutes 34 via pinfall et le Brent Banstar. Renamero, à l'issue de la rencontre remportée par Ramy CBI, va monter dans le ring et rejoindre l'ancien champion intercontinental qui va nous annoncer qu'il est désormais prêt à affronter Katsushika Okada, prêt à son rematch pour aller reprendre le titre intercontinental. On rappelle qu'il avait pris des mains de Kevin Steen pour vraiment valider sa rédemption au sein de la All Elite Wrestling et qu'il avait perdu lors du dernier pay-per-view il y a quelques semaines face à son actuel meilleur ami dans le business. Ramy CBI, fort de sa victoire face à Beji James, il challenge Katsushika Okada pour le titre intercontinental pour valider son rematch. Et Shelton Benjamin va intervenir. Shelton Benjamin, qui on rappelle était rentré en interaction il y a 2 semaines avec Ramy CBI et Katsushika Okada, pointant le fait qu'il y avait trop de respect entre Ramy CBI et Katsushika Okada, que Ramy CBI voit trop d'admiration et trop d'amitié à Katsushika Okada et que ça lui avait fait défaut, et que si il n'était pas capable de se détacher de sa relation, et surtout s'il ne croyait pas réellement en ses chances, qu'il fallait qu'il laisse quelqu'un d'autre prendre sa place pour faire le travail. Et Shelton Benjamin va un peu reprendre les mêmes dires qu'il y a 2 semaines. Shelton Benjamin qui va interpeller Ramy CBI sur ses réelles capacités à faire abstraction de son amitié, de son admiration et de son respect pour l'ami Katsushika Okada, parce que Ramy CBI, quand il avait remporté le titre intercontinental, quand il avait défait Kevin Steen, il avait une autre mentalité, un autre discours, un autre regard, et Shelton Benjamin, il ne croit pas Ramy CBI capable de se détacher du respect, de l'admiration et de l'amitié qu'il a pour Katsushika Okada pour aller reprendre le titre intercontinental. Pas mal de mind game de Shelton Benjamin sur Ramy CBI. Ramy CBI d'ailleurs qui a été très pauvre pour aller en dehors du dialogue. Shelton Benjamin en revanche qui lui a été très bon, et la storyline Too Much Respect avance tranquillement avec le segment. Les Young Bucks qui font face à la Legacy juste avant le main event, match pauvre dans les faits, forcément tu m'étonnes, parce que performance de 32 de Nick, 22 de Matt. Bon, en revanche, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., ils sont raccords, 55 tous les deux, de prestations in-ring, excusez-moi, petit rototo que j'ai retenu. La Legacy va remporter le match en 8 minutes 02 face aux Young Bucks, quand Cody Rhodes va défaire Nick Jackson via pinfall avec le Flying Crossbody. Et enfin, le main event, Kevin Steen face à Samoa Joe. On a l'ami Chris Benoit aux commentaires, parce qu'il est assez curieux, il veut voir ce match de ses yeux vus à la table des commentateurs, commenter l'action. Et écoutez, c'est plutôt pas mal, fantastique hit et grand catch, 15 minutes 35 de combat qui va voir la victoire de Kevin Steen via pinfall, le package Pile Driver, victoire après l'intervention de Randy Orton dans le dos de l'arbitre qui est venu coûter la victoire à Samoa Joe qui semblait avoir la main mise sur le match. Et storyline avance et gagne de la hit, c'est parfait. Performance de 81 de Samoa Joe et de 71 de Kevin Steen. On devrait faire un meilleur show que la semaine dernière, on fait un 79, c'est quand même plutôt qualitatif. Alors qu'on a le beau profil de Reign qui est bien sûr au sein de la fédération, qui a démarré sa carrière dans le milieu de l'année 2000, durant l'été donc de cette fameuse année, il y a plus de 10 ans maintenant. Reign, beaucoup d'expérience, de la bouteille bien évidemment. TV rating de 4.31, on va tout de suite aller le voir, et Randy Orton nous donne une nouvelle opinion. Chez Benjamin ne connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. Randy Orton il est très sympa quand il parle de ses collègues.
C'est notable quand même, on va pas se le cacher. Écoutez, on fait un meilleur show que la semaine dernière, c'est 4 points de mieux. En revanche, est-ce qu'on fait un petit peu mieux en termes d'attendance? Bah oui, on fait quand même 4.31, hein. C'est vrai que la semaine dernière on avait fait 4.21, et là on fait quand même 3 237 000 viewers qui sont présents via les écrans de télévision en Nouvelle-Zélande, via la Sky One et la WB en ce qui concerne les États-Unis et bien sûr le Canada. Écoutez, on est en pleine progression, on espère qu'on arrivera à taper le 80 pour le dernier show de la vidéo. Regardez sur ce que je viens de tomber. Nouvelle extrêmement intéressante. Big Trouble in Little WWE. De grands ennuis pour la petite WWE. Apparemment, le futur de la WWE semble s'assombrir. On rapporte que la compagnie est en train petit à petit de couler, avec pas mal de top stars qui s'en vont, qui partent de la fédération, et pas mal de personnes dans le business commencent à penser que la compagnie pourrait se retirer donc du domaine du catch à la fin du mois prochain. Plus de news à suivre. Alors là, honnêtement, si la WWE se casse du game, se casse de notre partie, ça va être un énorme bordel. Ça pourrait être incroyable. Waouh, alors ça, c'est de la nouvelle. On ne sait pas comment ça va se concrétiser, mais ça pourrait vraiment être assez impressionnant. Bon, écoutez, toujours pas de news hein, dans nos locker rooms, rien ne se passe, tout le monde y est gentil, tout le monde y est content. Je vais booker le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes au CAKO Palace dans le South-Ouest devant 9530 pèlerins pour le dernier Dynamite du mois de juin 2010 également, le dernier show de notre vidéo, et on démarre avec une promo pré-enregistrée qui nous fait un 77 Rami CBI qui ce soir, plus tard dans le show, va affronter Katsushika Okada. Il demande son rematch au champion intercontinental et champion TNT qui a unifié les deux ceintures, un match pour le titre intercontinental que Rami CBI a perdu lors du dernier pay-per-view Double or Nothing. Paul Heyman qui pour Katsushika Okada va accepter le challenge de Rami CBI et ces deux-là s'affronteront plus tard dans le show, et ce n'est même pas le main event, c'est vous dire à quel point cette carte va être folle. Voilà, on gagne de la hit sur la storyline, too much respect. 77, ça démarre bien les hostilités. Renamero dans le ring pour le premier segment, in-ring de la soirée, Kevin Steen qui donc monte sur ce Squared Circle et qui va annoncer, c'est affiché sur le titantron, qu'il est désormais le challenger numéro 1 au titre de monsieur Chris Benoit, un match qu'il aura très prochainement. Kevin Steen, fort de ses victoires face à Samoa Joe en tag team competition et en singles competition. Kevin Steen, ancien champion TNT, ancien champion intercontinental, ancien champion du monde par équipe, qui va avoir l'occasion dans les prochaines semaines de terminer le game à la All Elite Wrestling, devenir champion du monde, mais avant d'affronter Chris Benoit, il veut réaliser ce qu'il n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire battre Rey Mysterio. Il avait dit, si je fais ce match 10 fois, je le gagne 9 fois. Il challenge donc Kevin Steen ce soir dans le main event Rey Mysterio Jr. pour aller le corriger et faire le plein de confiance et de momentum avant d'affronter monsieur Chris Benoit. 75 de rating, performance plutôt bonne de Renamero, alors que Kevin Steen a été un petit peu en délicatesse pour aller en dehors du script. D'ailleurs, la storyline Kevin Steen is a World Champion Material perd un peu de hit. Randy Orton et la Legacy qui font face à Brandon Tomaselli et aux Young Bucks, histoire de donner une belle victoire à la Legacy. 7 minutes 47 de combat. Randy Orton qui défait Brandon Tomaselli via pinfall avec le RKO, performance de 83 de Randy Orton, 52 et 54 de Ted DiBiase Jr. et de Cody Rhodes, 59 de Brandon Tomaselli et 30 et 22 de Nick et Matt Jackson. À l'issue donc de ce match, Randy Orton va être interviewé par Renamero, mais Renamero ne va pas revenir sur la victoire de la Legacy. Cette semaine, il va plutôt revenir sur les agissements de la Legacy face à Samoa Joe, qui a coûté, on le rappelle, la victoire à Joe lors du match par équipe, puis lors d'un match en singles competition face à Kevin Steen, et forcément Renamero veut les explications de Randy Orton, et l'explication est toute simple. Randy Orton nous le dit, Samoa Joe se mêle de son business et personne ne peut se mêler du business de Randy Orton quand ce dernier n'a pas été invité à en prendre part. Seulement Samoa Joe, vous imaginez bien que ces récentes défaites à cause de Randy Orton et de sa clique, ça lui a moyennement plu, et Samoa Joe, il veut one-on-one Randy
Orton. Et Randy Orton, eh bien, va refuser, va balayer d'un revers de main ce challenge de Samoa Joe parce que Randy Orton le dit, au-delà du fait que tu as mis ton nez dans mon business, tu as quand même vu clair dans mon jeu, désormais je suis intéressé par ce qui tourne autour du titre mondial, et qui dit titre mondial dit forcément affronter des adversaires de prestige, et aujourd'hui te battre ne m'apporterait rien parce que Samoa Joe il a un momentum dans les chiottes, et donc Randy Orton refuse catégoriquement d'affronter Samoa Joe. Petit sourire narquois sur le visage, il va tourner le dos à celui qui se faisait appeler il y a 5 ans de cela le vrai champion de la All Elite Wrestling sans jamais avoir porté cette ceinture, et Randy Orton va tourner les talons face à un Samoa Joe qui est assez incrédule quant à ce comportement de Randy Orton. Et le public bien sûr qui boue Randy Orton, qui balance des tomates, des pots de fleurs, des cornichons, tout ce que vous voulez. Samoa Joe, qui dans ce segment n'a pas été bon. En revanche, la qualité de couleur commentary a permis à ce segment d'avoir un boost, même si on n'a pas eu de performance bien rapportée sur Randy Orton. La storyline avance bien sûr. Lacey face à Jetta. Et écoutez, je m'attendais à un match un petit peu meilleur, mais en même temps, c'est vrai que Jetta est blessée et on est loin des performances de 69 voire 70 qu'elle était capable de faire. Seulement 63 sur ce match, mais en même temps, elle est blessée de manière chronique pendant un peu plus d'un an. Lacey est à 49, match quand même décevant sur le papier. On l'a mis en storytelling, 11 minutes 59 de combat, victoire de Jetta via la Bridging Fisherman Suplex, défense numéro 9 du titre mondial féminin de Jetta qui est toujours championne et qui à l'issue de ce match, va demander à ce que Doug Williams lui amène son trône, lui amène aussi sa nouvelle couronne, bon, qui est un peu, on va pas se le cacher, loin d'être aussi jolie que celle que l'amie Rebecca Knox lui a subtilisée, et puis derrière, elle va faire ce fameux geste, voilà, vous le voyez, le pouce en bas, premier fail, vous ne voyez pas au départ, Jetta qui donc fait ce geste, et Sheamus et Drew Galloway qui vont faire passer à travers 2 tables Lacey et la recouvrir derrière du drapeau britannique, et Jetta qui va prendre le micro et qui va annoncer à Rebecca Knox qu'elle veut récupérer sa couronne et que pour le bien de tout le monde et notamment son propre bien à elle, il ferait mieux de lui remettre en main propre cette couronne, sinon elle en subira les conséquences, c'est-à-dire sa propre médecine, ce que Lacey a subi, ce que d'autres avant elle ont subi, Rebecca Knox le subira. Voilà, on essaie de faire peur à Rebecca Knox qui ces dernières semaines s'est montrée, on va pas se le cacher, très désobligeante envers Jetta, même si ça a beaucoup fait rigoler le public. Jetta qui n'a pas été bonne pour aller en dehors du script, tout contraire d'un Doug Williams qui franchement, on va pas se le cacher, a été assez exceptionnel encore une fois, et la performance de Lacey a été très bonne. La storyline Knox versus Jetta acte 2 gagne de la hit. Non, n'en gagne pas, mais avance tout du moins avec ce segment. Rami CBI face à Katsushika Okada, match exceptionnel sur le papier. Écoutez, 15 minutes 26 de combat, on l'a mis en style the show. Je pense que ça a quand même pas mal volé le show. Performance de 86 de Katsushika Okada, de 70 de Rami CBI. On a laissé du temps, pas mal de temps, format TV, un gros quart d'heure. Écoutez, Rami CBI va perdre face à Katsushika Okada, puisque Katsushika Okada va gagner le match via pinfall, faire sa première défense du titre intercontinental, mais attention, il remporte le match parce que dans le dos de l'arbitre et dans le dos de Katsushika Okada qui ne s'en est pas aperçu, Shelton Benjamin est venu attaquer Rami CBI, coûtant du même coup la victoire à l'ancien champion intercontinental. Et ouais, pas clean, même si l'ami Katsushika Okada aurait voulu gagner ce match sans coup férir, sans intervention, complètement clean, il y a une victoire vraiment très impactante. La UK Alliance face aux Briscoes avant le main event. UK Alliance, ancien challenger numéro 1 au titre de Travis Hummel et de Mike Mizanin, le Wolfpack qui affronte les Briscoes qui ont gagné quand même 2 matchs ces dernières semaines. C'est dans un match pauvre, les Briscoes vont continuer à mettre en place du bon momentum, des performances de 61 de Jay Briscoe, de 41 de Mark Briscoe, 42 et 41 de Sheamus et Drew Galloway. Victoire des Faces avec Jay Briscoe qui va faire le tomber sur Drew Galloway après 9 minutes 35 de combat, et le springboard de Msai Device après la distraction de Beji James, parce que Beji et Kip James sont venus intervenir dans ce match pour donner la victoire aux Briscoes. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, les Briscoes qui avaient eu besoin de personne ces dernières semaines pour remporter leur match, là se sont vus épaulés par Beji et Kip James avec qui ils n'ont rien à faire ces dernières semaines, on va pas se le cacher. Et enfin le main event, Kevin Steen face à Rey Mysterio Jr.
D'abord, il faut savoir que Chris Benoit est à la table des commentateurs pour bien évidemment commenter cette action, essayer d'analyser les forces et les faiblesses de Kevin Steen. Il se montre très élogieux envers Rey Mysterio, mais également envers Kevin Steen, pour qui il a quand même beaucoup de considération, parce que le gamin quand même, ce qu'il fait c'est exceptionnel. Fantastic 8, grand catch dans ce match main event que j'ai mis en Steal the Show, 16 minutes 55 de combat, victoire de Kevin Steen via le Go Home Driver sans coup férir, victoire complètement clean, très impactante. Il a battu véritablement sans coup férir Rey Mysterio et a prouvé qu'il était le meilleur homme. Gros échange de regard entre Kevin Steen et Chris Benoit après la victoire du Challenger numéro 1. Et on fait un gros 82 de rating qui nous permet d'améliorer notre popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Tyler Hendricks, qui est une catcheuse et également manager, qui est entrée dans le business et dans l'industrie du catch en 2008, avec un look effectivement assez unique. Tyler Hendricks, c'est vrai que voilà, pour ceux qui la suivent de temps en temps sur le circuit indépendant, c'est vrai qu'elle a un look assez spécial. Télé rating de 15.36. Très bien, on va aller voir. Et Shelton Benjamin qui se voit critiqué par Randy Orton. Voilà, il connecte pas avec les fans. Mec, franchement, c'est une perte de temps. Merci Randy Orton, toujours aussi sympa avec ses pairs dans les backstage. Randy Orton, c'est un vrai connard, hein, sans déconner. Non mais c'est à un moment donné. Bref, Show History. Et bah écoutez, on fait 4.36, ça fait 3 270 000 viewers via la Sky One en Nouvelle-Zélande et via la WB aux États-Unis et au Canada. Est-ce qu'on fait mieux que la semaine dernière? Un petit peu mieux que la semaine dernière, mais pas forcément beaucoup. Bon après, quand même, on a fait des shows plutôt qualitatifs là cette semaine. Sur cet épisode 82, 75, 79, 82. Bon, effectivement, si on veut être un petit peu tatillon, le 75 sur le deuxième show de ce mois de juin 2010, c'est quand même pas forcément extra, mais ça reste plutôt un mois vraiment qualitatif. Brock Lesnar est-il déjà le catcheur de l'année 2010? En tout cas, eh bien, dans notre réalité virtuelle, sur Internet, on le pense. Eh ouais, l'ami Brock Lesnar qui apparemment est bien parti pour figurer numéro 1 au top 500 à la fin de l'année. L'ami Brock Lesnar qui, on le rappelle, est à la New Japan Pro Wrestling, qui a remporté le titre AWGP en 2005, il l'a gardé pendant plus d'un an, 13 défenses de titre. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, eh ben, il est plus champion et il est toujours, on le rappelle, du côté donc de la New Japan. Il avait été numéro 1 en 2008, numéro 2 en 2006 et il pourrait après 2008 devenir à nouveau numéro 1 en cette fameuse année 2010. Écoutez, pourquoi pas, Brock Lesnar, j'aimerais beaucoup l'avoir d'ailleurs. Quand est-ce qu'il a prolongé avec New Japan Pro Wrestling? Il a prolongé, eh bien il n'y a pas si longtemps, c'était en novembre 2009. Écoutez, oui, un Brock Lesnar, on va pas l'avoir tout de suite, mais quelque part ça pourrait aussi nous laisser du temps pour être un peu plus populaire et éventuellement l'attirer. Parce que c'est vrai que Brock Lesnar dans la fédération, en plus comme on l'a Poleman, ça peut toujours être intéressant. Bref, trêve de bavardage parce que c'était pas forcément là où je voulais aller. Ce que je veux vous montrer, c'est bien sûr les nouvelles de ce début du mois de juillet 2010 avec le deal de première qui se termine, pareil pour Sapporo, pareil pour FX, et Dynamite, hein, voilà, pour la New Zealand Sky One qui se termine également à la fin du mois. Il va falloir renouveler tout ça. Je le ferai certainement off parce que je pense pas que j'aurai de meilleures propositions que ces diffuseurs actuels. On va partir tranquillement sur le bilan financier. On a fait 105 000 $ de profit. Loin, très très loin de ce qu'on avait fait au mois de mai 2010, mais il y avait 5 shows. 340 000 $ à ce moment-là de performance positive, mais on remarque quand même, si on veut être un petit peu tatillon, qu'on a fait moins de bénéfices en juin avec 4 shows qu'en avril avec également le même nombre de shows, et ouais, 163 000 en avril 2010, seulement 105 000 cette année. Alors en même temps, c'est vrai que il faut quand même rappeler qu'on n'est pas là allé là où on était forcément le plus populaire. Là où on est le plus populaire, c'est dans le Midwest. C'est vrai qu'on a beaucoup tourné sur ce mois dernier. Bon, on fait quand même 733 000 de tickets vendus, ce qui est quand même pas mal. Le TV revenu est exactement pareil par rapport au mois d'avril. Le sponsor, on nous a donné un petit peu plus. Parce que voilà, hein, on prend en gamme aussi. Donc de la marchandise, on a fait un petit peu moins. Voilà. Mais là où bas blesse, c'est clairement sur le coût des workers. Là, on est presque à 690 000 $ alors qu'on était à 524 000 lors du mois d'avril. Bon, le coût des shows
a un petit peu augmenté aussi parce que les salles sont plus grandes, le coût de marketing est exactement pareil, le coût de marchandise un petit peu moins élevé qu'au mois d'avril. Pourquoi? Parce que en avril on avait un peu plus vendu, le coût de production est inchangé, le MIS comprend 202 424, puis au niveau des taxes, bah écoute, on prend 28 000, par rapport au mois dernier, forcément c'est un peu moins puisqu'on a forcément fait un peu moins de bénéfices. Au niveau donc de la size, ah oui, il faut quand même en parler de cette size, alors que vous voyez qu'on a 74 d'importance dans le Midwest, 72 dans le South-Est, 70 dans la Tri-State, on a quand même, on le rappelle, mis une limite en termes de size, pas plus que culte, parce que si on arrive en national, je pense qu'on risque de ne pas avoir les reins assez solides, donc on va rester en culte le temps de faire de l'argent et d'avoir les épaules assez solides pour subvenir à cette size nationale qui va nous prendre beaucoup d'argent. Bon, au niveau du track progress, c'est quand même là où ça nous intéresse. On a fait une égalité parfaite dans les grands lacs en termes de popularité. Pareil dans le Mid-Atlantique, pareil dans le Mid-South, pareil dans le Midwest, pareil dans le New England, en fait pareil partout. On n'a absolument pas gagné de popularité ce mois-ci. Ça peut arriver. J'aurais préféré qu'on en gagne un petit peu, mais écoutez, pourquoi pas. Même si j'aimerais, je vous cache pas, hein, ça j'en avais parlé dans plusieurs épisodes, notamment lorsque on arrivait pour la dernière séquence, j'aurais beaucoup trouvé un diffuseur en Europe pour notamment pouvoir faire des shows en Angleterre, bien évidemment. Ça pourrait être intéressant de s'établir, l'Angleterre où voilà, on est seulement à 10, imaginez. Remplir le stade de Wembley, comme All Elite Wrestling avait pu le faire, IRL, et puis pourquoi pas faire aussi des shows en France, mais pour l'instant on est seulement à 12 de popularité, donc on va peut-être pas pour l'instant s'y risquer. Même si ça serait intéressant hein, de faire un show en France. Au niveau des storylines, It's All About Heritage, c'est 71. Kevin Steen is is a World Champion Material, 88. Nox versus Jetta Act 2, c'est pour l'instant 74 et c'est 80 pour Too Much Respect, avec le triangle Katsushika Okada, Rami Sebi et Shelton Benjamin. Écoutez, pourquoi pas. Au niveau du prestige des titres, et on va terminer cette vidéo avec ça, le titre intercontinental est à 85, toujours détenu par Katsushika Okada qui a fait une défense de titre. Le titre World féminin est à 62 prestige, avec 9 défenses de titre de Jetta. Le titre World est à 85, 4 défenses pour Chris Benoit, champion pour la deuxième fois, on le rappelle, de ce titre mondial. 85 pour les titres par équipe avec 2 défenses de titre, on le rappelle, de Travis Fimmel et de Mike Mizani. Le championnat TBS est toujours vacant. Et le championnat TNT est également à 85 avec 2 défenses du titre, donc de la TV de Katsushika Okada, champion depuis, on le rappelle, le dernier samedi du mois de mars, c'est-à-dire à Révolution. Bien évidemment qu'on l'avait décalé au mois de mars parce qu'il y avait 2-3 petites choses qu'on devait mettre au point avant de faire le pay-per-view à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, jeunes gens et jeunes gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup de chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.